Bonjour à tous. Je vais juste commencer par me présenter, vous expliquer un peu qui je suis et ce que je fais. Donc, comme l'a dit Quentin, je m'appelle Grégory Varenne. Je suis directeur d'un centre de formation qui s'appelle Campus 26, qui est au premier étage de ce bâtiment. Ce centre de formation, on intervient essentiellement dans le domaine du numérique. On est également CFA, donc centre de formation pour apprentis. Donc, on va aller dans des domaines pour des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur. On va former sur les suites classiques d'Office, Microsoft Office, Google Workspace ou encore LibreOffice. On va également former sur la suite Adobe, tout ce qui est également montage vidéo, tout ce qui est modélisation 3D, SolidWorks, AutoCAD, SketchUp. Donc ça, c'est plus à destination de l'industrie ou des architectes. Et également, donc, on s'est spécialisé depuis 2022 dans tout ce qui est formation sur les IA génératives. Voilà, donc j'ai depuis 2022, mais on travaille sur l'IA en collaboration avec la structure mère de Campus 26 qui s'appelle Logipro, sur d'autres projets IA, sur des logiciels qui intègrent de l'IA, voilà, notamment sur un logiciel dont vous allez entendre normalement parler très rapidement, qui est capable de prédire les accidents de la route. Donc voilà ce sur quoi on travaille à Campus 26. On a également, donc, comme je vous ai dit, le CFA. On a donc une formation qui forme des développeurs web, qui est à niveau Bac+2, des concepteurs développeurs d'applications également d'un niveau Bac+3. Et on se lance dans le marketing digital aussi avec un niveau Bac+3 dès le mois de septembre. Là, c'est une formation qu'on ouvre cette année. Et à côté également, on a créé une petite association qui s'appelle l'École du numérique by Campus 26, où là, c'est plus à destination des enfants, enfin des jeunes et des moins jeunes, on va dire ça, donc parce qu'on forme à partir de 7 ans des enfants à de la robotique. On leur fait construire des robots avec des Lego et on leur apprend à programmer ces robots en Scratch et on peut même les accompagner jusqu'à de la programmation en Python sur ces robots-là. De la création de jeux vidéo également, on leur apprend à créer des jeux vidéo. Et je disais pour les moins jeunes parce que cette année aussi on a une nouveauté, c'est qu'on a créé un club senior pour accompagner les seniors dans l'utilisation de l'outil numérique, voilà, pour les sensibiliser aux dangers également, comprendre comment accéder à leur plateforme et également aussi comprendre un peu ce que c'est l'IA générative. Donc voilà ce qu'on fait chez Campus 26. Et donc nous, aujourd'hui, on va être amené justement à parler un peu d'IA générative et plus précisément donc du GEO. Donc je tiens à m'excuser dès le départ, il y a beaucoup d'acronymes qui sont en anglais. J'ai un accent anglais déplorable mélangé avec l'accent de la Haute-Loire. Donc je m'excuse par avance pour tous les acronymes et mots anglais qui seront mal prononcés. Donc pour attaquer cette conférence sur le GEO, pour comprendre justement comment le référencement va fonctionner à l'ère des IA génératives, je vais commencer par vous poser une question. C'est ici, vous allez pouvoir lever la main, qui a déjà utilisé l'IA générative pour faire des recherches sur le web? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc vous êtes quand même pas mal nombreux, vous êtes plus nombreux que ce que les recherches montre aujourd'hui, enfin en 2025, il y a eu donc une étude IFOP Talent qui montre que 34% des personnes qui utilisent l'IA générative l'utilisent pour faire des recherches sur le web. D'autres études montrent qu'en 2030, il y aura 62% des recherches qui sont faites sur le web qui seront faites à l'aide de l'IA générative. Et donc là, ce sont des études qui sont, on va dire, optimistes pour l'IA générative, mais quand même, elles sont crédibles. Pourquoi on arriverait à un tel pourcentage? Parce que déjà, l'IA, elle est de plus en plus intégrée aux moteurs de recherche traditionnels. Et dans le futur, ça va être de plus en plus vrai. On retrouve tout un tas d'assistants IA aujourd'hui, donc sur des outils de travail, sur vos smartphones, donc sur différentes applications. Aujourd'hui, on a tout un tas d'outils d'IA qui sont intégrés directement dans ces matériels. Et également, on a aussi l'arrivée des agents IA qui vont automatiser les recherches donc, via des intelligences artificielles. Donc, toutes ces raisons vont nous amener à ce qu'on va arriver normalement en 2030, si les chiffres et les études sont bonnes, à 62% des recherches qui vont être effectuées à l'aide
d'une IA ou d'une IA générative. Du coup, c'est légitime de se poser la question comment être visible dans ce nouveau paysage numérique qui est en train de se dessiner. Pour ça, je vous propose qu'on l'étudie sur 4 domaines. C'est de faire un petit comparatif avec le SEO, hein, le Search Engine Optimization, donc qui est, en gros, c'est les techniques pour être aujourd'hui bien référencé dans les moteurs de recherche, que ce soit Google ou tout autre moteur de recherche. Ensuite, on regardera comment une IA fait pour choisir ce qu'elle va dire. On comprendra une notion, on regardera ce que c'est le EEAT, je dis à la française, c'est un acronyme anglais, il faudrait dire EEAT. Donc on regardera ce que c'est et comprendre justement l'importance que ça a pour le GEO. Et je vous montrerai 6 règles simples pour commencer le GEO et pour le mettre en application sur vos supports numériques, sites internet et autres. Allez, commençons du coup par cette partie SEO vs GEO. Alors, il faut comprendre donc la logique du SEO, donc comment l'utilisateur qui utilise un moteur de recherche va obtenir un lien vers votre site. Concrètement, l'utilisateur tape une requête sur Google, par exemple. Google va afficher une dizaine de liens. On clique sur le lien et du coup, on va visiter le site. Donc là, on voit que le trafic, il est distribué par classement. Il va y avoir un classement, vous allez être situé à telle position et Google, en fonction de cette position, va vous faire ressortir plus en haut ou plus en bas sur sa page de résultats, voire même sur d'autres pages. Donc ça, c'est la logique du SEO. Pour optimiser le SEO, alors là je vais assez rapidement, mais c'est bien plus complexe que ça, hein, le SEO, on va donc travailler sur des mots-clés, sur des backlinks, donc des liens qui renvoient sur notre site. On va également faire une optimisation technique du site internet. On va travailler sur des contenus longs et structurés et on va également travailler l'autorité du domaine. On va voir un peu ce que c'est l'autorité tout à l'heure quand on parlera du EEAT. Et tout ça, ça permet d'obtenir un clic sur une page de notre site, enfin sur un lien qui va nous amener sur une page de notre site. Donc là, le SEO, en fait, on travaille dessus pour obtenir un classement, pour obtenir un clic et une visite sur son site internet. Au niveau du GEO, la logique, elle est un peu différente. L'utilisateur, là, va poser une question. L'IA va générer une réponse. Elle synthétise souvent plusieurs sources. Et tout ça, parfois, ça se passe sans clic. L'utilisateur va recevoir sa réponse sans qu'il y ait forcément de clic. C'est-à-dire que ici, l'utilisateur ne va pas forcément visiter votre site s'il a sa réponse. Donc, avant, on travaillait sur... Alors, quand je dis avant, c'est toujours encore le SEO. On verra que c'est... que le GEO ne remplace pas le SEO, il est toujours aussi important. Avant, vous étiez 3e, 5e, 8e, c'était le but du SEO. Aujourd'hui, avec le GEO, le but c'est d'être cité par une IA générative. Et donc, comme je vous disais, parfois, sans avoir un lien visible vers votre page ou votre site internet. Donc, on passe d'une logique de position à une logique d'inclusion. Donc, on va être inclus dans les réponses du GEO. Pour optimiser le GEO, donc on a la requête de l'utilisateur. L'IA va comprendre le besoin. Alors, quand je dis comprendre le besoin, je vous l'expliquerai après. Il ne faut pas imaginer une compréhension humaine. Ça reste des mathématiques, cette compréhension. On verra, c'est même des probabilités. Donc, elle va quand même analyser, comprendre le besoin, essayer donc d'analyser le contexte, d'évaluer le niveau demandé. Elle va essayer d'identifier l'objectif et ensuite, elle va reformuler et agréger pour vous fournir une réponse. Donc ça, on va se servir un peu de toute cette logique-là pour optimiser notre GEO, pour avoir
les réponses. Je vous propose donc qu'on regarde comment une IA fait pour choisir ce qu'elle dit. Alors déjà, il faut comprendre qu'une IA générative, comme je vous disais, ce n'est pas une réflexion humaine. L'IA ne va pas réfléchir comme un humain. L'IA ne va pas vérifier comme un journaliste irait vérifier ses sources. Ce n'est pas du tout la même logique. Et surtout, l'IA n'est pas capable non plus de juger, comme un humain le ferait, de la qualité d'un contenu. L'IA, elle va calculer. Concrètement, comment ça fonctionne quand l'IA écrit « Le Puy-en-Velay est une ville ». En fait, elle va diviser ces mots. Alors, généralement, c'est même des sous-mots, c'est des caractères, dans ce qu'on appelle des tokens, puisqu'elle ne comprend pas le langage humain. Donc, il faut qu'elle traduise ça en nombres. Donc, elle va diviser ça en tokens. Et à partir de là, elle va pouvoir émettre des probabilités sur les mots qui arrivent à la suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, ça reste des probabilités. Ce n'est pas une science exacte. Donc, ces probabilités, nous, sur le Géo, le but du Géo, ça va être d'influencer ces probabilités pour qu'elles ressortent du contenu qui provient de notre site internet ou des contenus qu'on a créés. Et donc, pour faire ces probabilités, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, elle a déjà été entraînée, l'IA. Donc, on lui a montré des milliards de textes qu'elle a analysés et c'est comme ça qu'elle arrive à prédire la suite. Autre chose également qu'il faut comprendre avec l'IA générative, c'est quand elle génère une réponse, elle ne connaît pas la fin. Elle prédit token par token, bout de mot par bout de mot, mot par mot si vous préférez. Et elle ne va pas connaître, elle ne sait pas vers quoi elle va dès le départ. Elle fait des prédictions les unes à la suite des autres. Donc, elle va choisir ce qu'elle va dire en fonction de différents éléments. On va pouvoir, par exemple, remarquer qu'elle choisit en fonction de la clarté du texte, de la fréquence des formulations, de la structure logique également, et de la précision des informations que vous avez sur votre site internet. Plus le contenu est clair et structuré, plus il a des chances d'être repris. Les choses que l'IA préfère. Alors préfère, attention, c'est un mot, c'est pas préfère comme un humain préfère des choses. On va dire l'IA est sensible, donc comme je vous le disais, à des contenus clairs. Par exemple, un contenu clair pour une IA. Alors là, je vais vous parler beaucoup formation, puisque c'est ce sur quoi on travaille, nous, quand on va faire du Géo, sur notre centre de formation. Donc, formation Excel niveau débutant, 2 jours, présentiel, le Puy-en-Velay. C'est factuel, c'est direct, c'est exploitable par une IA. Les phrases simples. Souvenez-vous, quand vous étiez CP, sujet, verbe, complément, elle va aimer les phrases simples plutôt que des contenus qui sont trop longs. Elle va préférer une phrase comme « Nous formons les salariés à l'IA générative » plutôt qu'une phrase « Dans une logique d'accompagnement stratégique des mutations numériques, nous formons les salariés à l'IA générative ». Elle a besoin donc de factuels on a besoin d'être factuel du moins pour être cité. Elle apprécie également les définitions précises. Donc là, par exemple, une définition précise avec des énumérations notamment. Donc l'intelligence artificielle générative est une technologie capable de produire du texte, des images ou du code à partir d'instructions. Donc ça, voilà, c'est une définition qui est précise, qui est structurée, explicative et sans sous-entendu. Donc elle aime bien également tout ce qui est énumération. Et donc une technique pour énumérer, c'est d'utiliser des listes. Donc quand on va utiliser des listes, l'IA va comprendre, va analyser le contexte de façon plus efficace. Donc là, un exemple de liste qu'on peut utiliser sur nos sites internet. Nos formations s'adressent aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux collectivités. Donc là, l'IA, quelqu'un qui poserait une question à qui s'adresse la formation intelligence artificielle de Campus 26, l'IA pourrait répondre grâce à cette liste.
Donc une liste est beaucoup plus facile à interpréter qu'un paragraphe dense. Également les tableaux. Les tableaux, voilà, c'est structuré, ça donne donc l'information et ça a une organisation logique. Donc ça, une IA aussi est très sensible aux tableaux, elle arrive très bien à comprendre les tableaux. Et un des formats idéaux pour l'IA, c'est les FAQ, les foires aux questions, forums aux questions, qu'on peut trouver sur un site internet. Ça, elle va apprécier, donc qui peut suivre cette formation? Réponse, les salariés et dirigeants. La formation est-elle finançable? Oui, via les dispositifs habituels. Donc ça correspond exactement au fonctionnement des IA conversationnelles. On pose une question et il y a une réponse. Donc ça, les FAQ, c'est un élément sur les sites internet aujourd'hui à ne pas négliger pour être cité d'un point de vue des IA génératives. Donc, une petite démo pour vous montrer sur les IA génératives comment elles peuvent interpréter le texte. Donc ça, c'est aussi une technique sur le Géo. Je vous conseille de demander au principal intéressé, donc, qui sont les IA génératives, est-ce que votre contenu, il arrive à le comprendre? Est-ce que le contenu, l'IA arrive à le comprendre? Donc on peut par exemple, sur cette phrase, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale. Et je vais lui demander d'expliquer ce que ça signifie. Donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, donc là je suis sur ChatGPT, j'ai pris une version volontairement où je ne suis pas connecté pour qu'il ne soit pas influencé par le contexte de mon compte. Donc là, il va me donner une réponse plutôt vague, qui ne correspond pas forcément à un centre de formation, puisque je n'ai pas été précis. J'ai absolument volontairement été vague et ambigu. Et donc, voilà, il va me proposer quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que je propose. Donc, c'est assez vague. Ce genre de contenu risque de ne pas être repris par une IA générative. Par contre, si je lui dis que nous formons les PME de Haute-Loire à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour automatiser la rédaction d'emails, on va voir. Hop. Donc la rédaction d'email et la création de contenu marketing, je lui demande d'expliquer également ce que ça signifie. Là, il va me proposer quelque chose de beaucoup plus précis. Il va interpréter les choses, faire de la mise en contexte et définir déjà à travers cette phrase plusieurs choses que Campus 26 peut proposer dans ses formations. Et donc, si des personnes posent des questions sur les sujets, sur ces renseignements, enfin sur ces informations-là, on a de grandes chances d'être cité par l'IA générative. Du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on s'intéresse au EEAT. Ce que c'est le EEAT, ce que ça signifie. Donc le EEAT, donc là c'est là où je vais bien m'excuser sur les mots anglais. Donc le E, expérience, donc ça on va voir dans le détail ce à quoi correspond l'expérience. Le deuxième E, c'est pour l'expertise. Le A, c'est pour l'autorité. Vous m'épargnerez la traduction anglaise. Et le T, c'est pour la fiabilité et la confiance. En anglais, T parce que trustworthiness. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Je m'excuse en tout cas pour ceux qui sont sensibles à la langue de Shakespeare. À l'origine, le EEAT, c'est un cadre d'évaluation de qualité pour les contenus qui a été mis en place par Google. Aujourd'hui, il devient une vraie stratégie pour les moteurs d'intelligence artificielle. Parlons de l'expérience d'abord. L'expérience, c'est est-ce que la personne, l'entreprise,
a réellement fait ce dont elle parle. C'est pas je ne connais le sujet, c'est plutôt je l'ai pratiqué sur le terrain. Ce que les IA donc, vont favoriser, du coup, par rapport à ça, les retours d'expérience concrets, les situations réelles, des détails impossibles à inventer, facilement du moins, et des preuves comme des photos, des dates, des méthodologies, des résultats, et également les limites. C'est important de parler des limites, c'est-à-dire que quand on fait une action quelque part, c'est toujours bien, ça va rajouter de la pertinence, de définir on a fait telle action, par contre on s'est confronté à telle problématique, on a obtenu tel résultat, mais on n'a pas réussi à aller jusque-là. C'est toujours bien de définir les limites qu'on a rencontrées. Comment le prouver sur son site, tout ça? D'avoir une section retour d'expérience, cas d'usage sur le site internet. De mettre des captures d'écran, des photos, des extraits de livrables. De parler des leçons qu'on a apprises, ce qu'on a testé, donc ce qu'on a appris, et ce qu'on ferait autrement également. Et de rajouter donc des témoignages clients contextualisés. Donc quand je dis témoignage client contextualisé, il faut essayer de faire ressortir quelle était la problématique du client, quelle action a été proposée et quel a été le résultat de cette action. Pas juste, j'ai trouvé la formation de Campus 26 super intéressante parce qu'il y avait des pains au chocolat en début de formation. Ça ne suffira pas pour être bien cité, sauf si on recherche une formation où il y a des pains au chocolat. Donc voilà comment prouver ça sur son site. Une petite checklist par rapport à l'expérience. Donc, toujours vérifier qu'on a au moins 3 contenus terrain sur son site. D'inclure des détails concrets, donc des dates, des contextes, les contraintes rencontrées. On montre des preuves, donc ça peut être des captures, des photos, des extraits, des chiffres obtenus. Et on parle aussi des limites qu'on a atteintes. Ça crédibilise énormément ce que vous avez mis en place. On va passer du coup maintenant à l'expertise. Donc l'expertise, c'est quoi? L'expertise, c'est est-ce que la personne, l'entreprise, est capable d'expliquer correctement le sujet avec de la précision, de la méthode et sans approximation. Donc là, l'expertise, elle va être sensible à un contenu structuré et pédagogique. C'est ce qui va le rendre facile à comprendre. Un vocabulaire juste, quand je dis un vocabulaire juste, ça veut surtout dire un vocabulaire sans blabla marketing. Ça, l'IA, généralement, elle a plutôt tendance à l'esquiver. Si c'est du blabla marketing, elle arrive à comprendre, à analyser le contexte et à squeezer le marketing. Le contenu qu'on fait, qu'on génère, doit être capable de répondre à des questions complexes. C'est-à-dire qu'il faut sortir également, souvent, du niveau débutant. C'est-à-dire que le contenu que je vais proposer, il doit vraiment être au niveau expert pour avoir de la crédibilité sur l'expertise. Et également, il doit montrer un peu de profondeur. Montrer ça de la profondeur, c'est montrer des comparatifs, des cadres, des modèles, des étapes, tout ce qui est différents processus. Donc tout ça, il faut être capable de le montrer. Pour le prouver sur son site, des pages méthodes, on va pouvoir mettre des process, des frameworks, des tutos, des contenus guides, donc ça c'est des FAQ avancés, des glossaires, une page bonne pratique, des démonstrations de maîtrise, donc avec des exemples, des cas pratiques, des variantes et également, pourquoi pas, proposer quelles sont les erreurs fréquentes. Et également,
montrer tout ce qui est mention. Donc les mentions, c'est quoi? Alors on n'est pas dans les mentions légales, mais faire ressortir, par exemple, nous pour un centre de formation, on a des habilitations, RS, RNCP, ça rajoute, si on a ces habilitations, ça nous rajoute de la crédibilité, ça nous rajoute de l'expertise. Nos formateurs, ils ont des diplômes, on a une certification Calliope, on a une certaine expérience, on existe depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Voilà, et il faut bien sûr montrer ces mentions sans surjouer, il ne faut pas qu'il y ait d'exagération dessus. La petite checklist pour l'expertise. Donc, je publie du contenu qui va au-delà du niveau débutant. Je propose des frameworks. Donc, des frameworks, c'est des modèles où vous proposez des cas pratiques ou des tutos sur son site internet. Je définis les termes clairement. Donc, je dois être pédagogique dessus. Je ne dois pas utiliser de jargon trop professionnel et surtout trop marketing. Et on évite les promesses vagues. On donne des critères et des preuves. Passons à l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est est-ce que d'autres acteurs reconnus considèrent que vous êtes une référence? Concrètement, est-ce que vos pairs vous citent? C'est donc ni plus ni moins de la réputation externe. Et pour comprendre ça, il y a une phrase qui est assez claire, c'est qu'on ne s'autoproclame pas expert, on le devient quand les autres disent que vous êtes expert. Donc pour ça, on va mettre on va essayer de recueillir des citations et des backlinks. Il faut que les partenariats soient visibles, surtout des partenariats avec d'autres entreprises. Un exemple tout bête, quand Campus 26 participe à des conférences avec la brasserie digitale, ça augmente notre autorité. La brasserie digitale en Haute-Loire est référent sur le digital. Nous formons sur le digital, ça va augmenter notre autorité sur la partie formation digitale. Être présent sur des sites fiables et avoir une cohérence d'identité. Ça, la cohérence d'identité, c'est très important. C'est-à-dire que sur tous mes moyens de communiquer de façon numérique, que ce soit site internet, réseaux sociaux, page YouTube, blog participatif ou autre, il faut bien que j'ai une cohérence d'identité. C'est-à-dire que, exemple, Campus 26, on a une cohérence d'identité sur tout ce qui est formation pour adultes, pour salariés. Et c'est pour ça qu'on a une communication à part sur l'école du numérique, où là, on est plus sur de la formation pour enfants ou pour personnes âgées. Ça permet de garder une cohérence d'identité sur notre communication. Et cette cohérence, elle va être analysée par l'IA pour définir si le contenu que vous proposez est pertinent ou pas. Comment le prouver sur son site internet? Rajouter des pages du style « Ils nous font confiance », avec où on va citer nos partenaires. Faire des interventions, des conférences, ce que je vous expliquais, des webinaires, participer à des blogs collaboratifs. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles aussi où c'est important de participer pour recueillir un peu d'autorité. Tout ce qui est relations presse également, médias locaux, réseaux professionnels, recueillir des backlinks de qualité, les backlinks, des liens vers votre site internet, vers vos pages web. C'est important de retenir des backlinks de qualité. Donc la qualité, tout dépend qui va faire un lien. Ce qu'il faut vous dire à peu près, c'est que 10 liens faibles qui proviennent de sites qui sont pas forcément, qui n'ont pas une grande autorité, c'est moins bien qu'un seul lien qui provient d'un site qui a de l'autorité. Par exemple, un lien du site de la brasserie du digital vers Campus 26, c'est plus important qu'un lien de, l'association de pétanque de mon village vers le site de Campus 26.
Donc voilà, donc ça, il faut le mettre en place. Donc également une petite checklist pour mettre tout ça en place. Donc vérifier qu'on a des pages avec des preuves d'intervention, qu'on parle de moi ailleurs que sur mon site, d'avoir des backlinks forts et que votre identité soit bien cohérente partout. Vous utilisez bien le même nom, vous avez bien toujours la même spécialité, etc., etc. On passe à la partie sur la confiance. Alors, la partie sur la confiance, c'est est-ce que l'internaute, et du coup l'intelligence artificielle, peut se dire je peux me fier à ce contenu, à cette entreprise. Pour ça, il faut montrer de la transparence. Qui écrit, pourquoi, comment. Mettre toutes les infos légales, toutes les politiques de confidentialité, tout ce qui est RGPD, etc. Sécurité du site. Donc là, avoir un site qui est en HTTPS, mais on verra pas que, parce que c'est bien aussi d'avoir des pages qui sont stables. Des pages stables, hein, c'est-à-dire qu'elles soient aussi bien visibles sur un écran que sur un smartphone, hein, en responsive, qu'elles soient également, j'ai perdu le terme, mais accessibles à des personnes souffrant d'handicap. Voilà, donc ça, c'est tout un univers qu'il faut prendre en compte et qui est pris en compte également par les IA. Et bien sûr, l'exactitude. Donc, bien sûr, fournir vos sources, mettre des informations exactes, hein, et faire des mises à jour régulières. Et l'absence d'arnaque, ça paraît évident, de ne pas trouver de sujet un peu tendancieux à des arnaques. Voilà, ou des promesses abusives des fois, hein, sur des opérations marketing. On arrive à avoir quelques promesses abusives qui... On voit évidemment qu'elles ne seront pas tenues, généralement. Comment le prouver sur son site? Donc mettre des mentions légales, les CGV, les CGU, les politiques de confidentialité, mettre une page à propos, mettre également vos informations de contact, hein, un site internet où on n'arriverait pas à retrouver vos informations de contact, tout de suite vous perdez en crédibilité. Également tout ce qui est source et date sur les contenus. Nous aujourd'hui, hein, alors la certification Calliope nous l'oblige, mais les programmes de formation qu'on fournit, ils ont une date de mise à jour. Une politique de correction. Si vous constatez des erreurs, contactez-moi. Et une citation, les citations des sources fiables. Donc là, on va aller chercher, quand on va citer nos sources, des sources qui sont fiables. Hein. Si vous parlez d'actualité et que vous citez de Gographie, forcément, vous allez perdre en crédibilité également. La checklist, donc pour la confiance, site clair, qui, où, comment contacter, les pages légales et RGPD propres, des contenus datés et mis à jour, des sources citées quand il y a des chiffres et des règles, et pas de promesses miracles, surtout. Et on va regarder du coup en concret, hein, ce que ça donne. Donc, toujours mettre une identification des auteurs. Toujours, donc, c'est-à-dire identifier, présenter les experts avec des qualifications réelles. Fournir une expérience terrain, démontrer l'expertise à travers des exemples concrets et des données. La spécialisation, se concentrer sur des sujets spécifiques pour devenir expert reconnu. Donc, ne divaguez pas trop sur les différents sujets. Citation externe, obtenir des reconnaissances externes pour renforcer la crédibilité. Cohérence éditoriale, maintenir une publication régulière sur un sujet spécifique pour tout ce qui est reconnaissance. Et alors, j'ai une petite erreur sur mon PowerPoint.
et je vais être embêté. Non, c'est bien ça, je suis bon, pardon, désolé. Et je vous propose de passer aux 6 règles simples du GEO. Première règle, donc là on va redire un peu ce qu'on a vu ensemble, c'est être clair. Donc dites précisément votre métier, ce que vous faites, quelle est votre cible et quels sont vos résultats. Concrètement, j'aide qui à obtenir quoi et grâce à quoi ou comment. Répondre aux vraies questions. Donc les vraies questions, ça va être, fournir, créer une section FAQ, pas de FAQ marketing, comme je vous ai dit, une FAQ marketing par exemple, pourquoi choisir Campus 26 ? Il y a très peu de chances que ça soit repris par des IA. Donc des exemples dans les FAQ, c'est combien, je reste sur le domaine de la formation, mais combien va coûter une formation en intelligence artificielle, combien de temps dure un accompagnement, quels sont les dispositifs de financement pour une formation, quelle est la cible de la formation, à qui la formation s'adresse, combien de temps faut-il pour apprendre l'IA générative. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Donc il faut des contenus qui répondent à des questions concrètes. Donc dans votre FAQ, questions concrètes et réponses concrètes. Être précis géographiquement. Donc là, être précis géographiquement, vous allez devoir mettre votre ville, votre zone d'intervention, vos partenaires locaux, vos événements locaux sur lesquels vous participez. Donc c'est important que ça soit bien précisé d'un point de vue géographique. Donc un exemple pour Campus 26, ça serait centre de formation situé au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, intervenant dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Juste pour la partie géographique. La précision, ça inspire la confiance et elle aide énormément, du coup, le GEO à vous choisir, enfin du moins les IA à vous choisir. Structurez votre contenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans le SEO. Il faut que vous ayez une structure cohérente, solide, avec un titre clair. Donc pour ceux qui connaissent le HTML, c'est des titres en H1, des sous-titres, H2, H3, bien ordonnés, des listes à puces, des paragraphes courts. Donc là, on va plutôt travailler sur des paragraphes courts pour le GEO. Donc ça, cette structure-là, si on a un gros bloc de texte, concrètement, c'est un mauvais signal pour l'IA générative. Par contre, si on a une page bien organisée, il y aura une excellente lisibilité pour l'IA générative et du coup, vous avez plus de chances d'être cité. Sur la partie structure, on rentre un tout petit peu dans la technique. Vous avez également quelque chose d'invisible à inclure sur vos pages web. C'est ce qu'on appelle le JSON LD. Donc concrètement, c'est un petit bloc de code qui est invisible pour l'utilisateur, qui par contre est lisible par les moteurs de recherche et les IA. Et il est basé sur, je ne sais pas si on peut appeler ça une norme, mais sur schema.org. Et en clair, ça permet de ne pas laisser l'IA deviner ce qu'il y a sur votre page. On lui dit exactement ce qu'il y a dessus. Donc là, il faut fournir un JSON LD. Il y a tout un tas de sites qui permettent de le faire. Et sinon, si ça vous intéresse, je vous donnerai mon mail en fin de conférence. J'ai créé un petit GPT personnalisé qui vous pose des questions et à partir d'un lien du site qui est capable de vous fournir un JSON LD pertinent. Toujours à vérifier, bien sûr, le résultat qui est fourni par une IA générative. Montrez votre expertise. Donc là, ça permet aux IA d'évaluer votre crédibilité. Donc elles vont chercher des preuves, des chiffres, de l'expérience, des exemples concrets. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dire « nous sommes experts », ça ne suffit pas. Si je disais sur mon site internet « Campus 26, les experts de la formation en intelligence artificielle », pour une IA générative, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, d'avoir
une actualité sur mon site internet qui parle de cette conférence sur le GEO, ça va avoir un peu plus d'importance puisque je vais être cité par un pair. Donc, par contre, on peut également dire effectivement sur le site 12 ans d'expérience, 500 apprenants formés sur telle formation, 94% de taux de satisfaction, 40 entreprises accompagnées, etc., etc. Ça aussi, ce sont des données qui vont aider à l'expertise. Quand elles sont vérifiables sur plusieurs sources, ça va même renforcer cette expertise-là. Donc, pas hésiter à ajouter donc, des études de cas, des témoignages, des chiffres précis et vos années d'existence. Et donc, multiplier les sources. Donc, pour multiplier les sources, c'est important puisque les IA génératives vont vérifier la cohérence entre toutes ces sources. C'est-à-dire qu'elle va vérifier votre site web, votre page LinkedIn, votre page Google Business, les articles que vous avez pu écrire sur votre blog, sur vos actualités, si vous avez eu des interviews dans la presse également. Elle va réussir à recueillir toutes ces informations et il faut bien qu'on trouve à chaque fois le même positionnement, les mêmes informations dessus, le même contexte et les mêmes descriptions. Là, ça vous permet donc de gagner en autorité. Par contre, si les messages entre vos sites sont incohérents, là, c'est l'inverse, vous allez perdre en crédibilité. Voilà, l'IA, dans son contexte, va se dire il n'est pas expert dans son domaine, c'est assez flou ses domaines d'intervention, je ne vais pas le citer. Et voilà, donc du coup, c'est 6 conseils pratiques pour le GEO. Pour conclure cette conférence, je dirais que le GEO, ce n'est pas une mode, hein, c'est l'évolution logique, hein, vu le contexte actuel et comment l'IA et l'IA générative est en train de s'imposer dans notre société. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne remplace pas le SEO, c'est-à-dire qu'il faudra toujours faire du SEO. Hein. D'ailleurs, on a vu, il y a beaucoup de techniques qui s'apparentent au SEO ou même qui font partie du SEO. Donc le SEO est pris en compte dans le GEO. Le GEO élargit le SEO. L'idée par contre, c'est de se dire maintenant, l'objectif, c'est plus seulement d'être bien classé, mais c'est d'être compris, structuré, fiable et exploitable par des systèmes d'intelligence artificielle. Et si je devais mettre donc une phrase de fin à cette confusion, c'est qu'un bon contenu GEO, c'est assez simple. Ça serait quelqu'un qui pose une question et vous devez être la réponse évidente. Et ça s'apparente un peu à un comportement humain. Après tout, l'IA est fait pour reproduire le comportement humain. C'est, je viens voir Quentin, je lui demande, j'ai besoin d'une formation en intelligence artificielle, qui me recommandes-tu ? J'espère qu'il dira Campus 26. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses. Voilà, le GEO reproduit un peu ce comportement humain-là d'être cité, d'être crédible aux yeux des autres. Sauf là, c'est pas aux yeux des humains, mais c'est aux yeux d'algorithmes, de probabilistes, qu'il faut être crédible. Et voilà, du coup, pour cette formation, juste pour info, je peux également, si vous êtes intéressé, vous faire passer cette petite checklist GEO que j'ai récupérée d'un expert en GEO qui se prénomme Anthony Cardinal. Voilà, donc là, on a une petite checklist en GEO, donc où il faut cocher toutes les cases pour déjà être pour avoir une première, on va dire, une première base du GEO sur son site internet et c'est tout ce qui est ses supports numériques, ses supports de communication en ligne. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, je peux également vous le faire passer et il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir servi cette conférence et si vous voulez récupérer mon adresse mail, c'est avec plaisir que je vous ferai passer à la fois ce PowerPoint
un petit résumé de cette conférence. Et je vous donnerai également un lien vers un notebook LM dessus qui vous permettra de poser des questions sur ce que j'ai raconté aujourd'hui. Voilà. Et je vous propose du coup de passer aux questions, si vous en avez. Pas de questions? Oui? Dans le Géo, il n'y a aucune prépondérance financière. Alors, ça veut dire par exemple comme les liens sponsorisés de Google? Actuellement, non. Dans le futur, on voit que OpenAI commence à vouloir inclure de la publicité dans les réponses ChatGPT. Google a aussi un peu émis cette possibilité. Donc actuellement non, mais dans le futur, il y aura sûrement de la sponsorisation dans les réponses. Oui. Attends. Est-ce que du coup, lorsqu'on lance un prompt, l'IA peut proposer différentes réponses possibles? Tout dépend de ton prompt. Parce que voilà, par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des cas comme ça sur ChatGPT où il m'affiche voilà les deux réponses possibles, choisis laquelle est le mieux. Voilà. Alors souvent, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Souvent, en fait, une IA, par défaut, elle va pas te dire lui c'est le meilleur. Mais par contre, elle va quand même te les classer dessus par pertinence par rapport généralement au EAT, justement. Elle va te les classer par pertinence. Par contre, tout va dépendre. Si tu lui demandes rien, effectivement, elle va te sortir plusieurs possibilités. Si tu demandes à l'IA générative de te dire je veux faire une formation en intelligence artificielle en Haute-Loire, il y a de grandes chances que Campus 26 sorte, que 2-3 autres concurrentes Campus 26 vont sortir. Par contre, si tu lui demandes j'aimerais que tu me conseilles un centre de formation pour faire de l'intelligence artificielle en Haute-Loire, pour me former à l'intelligence artificielle générative en Haute-Loire, là, il va te proposer un seul centre de formation. Tout va dépendre en fait de ton prompt et de ce que tu lui demandes. Tu peux lui demander après même de faire des comparatifs entre les centres de formation et il va pouvoir te le faire, ça. Ok, merci. De rien. Les sites internet, maintenant il va falloir les adapter pour les IA. Donc est-ce qu'on a encore un intérêt à s'intéresser aux humains, puisqu'il y a la tendance à passer par la LLM? Et là, c'est, on va dire, c'est philosophique, hein, effectivement. Moi, j'ai envie de dire oui, il faut s'intéresser aux humains parce que après, sur votre site internet, si c'est vraiment juste destiné à du contenu robotique qui doit être reformulé par des mêmes robots parce que ça a été demandé par des humains, moi, j'ai envie de garder l'esprit qui doit quand même garder que quand on va sur un site internet, il y a quand même je vais vraiment un peu loin, mais qu'il y a un petit côté poétique, qu'il doit y avoir un petit côté rédactionnel fait par l'humain, et parce que potentiellement l'IA peut donner des liens quand même vers votre site internet et que ça doit être compris aussi par l'humain quand il se rend dessus, s'il doit vérifier ses sources lui-même. Et c'est ce qu'on inculte dans nos formations, qu'il est important de pas se fier uniquement à la réponse de l'IA, mais il faut aussi aller consulter les sources qu'elle donne. Donc il y aura quand même, pour être fiable pour l'humain, c'est important de garder aussi un contenu qui doit être jugé et compris par l'humain. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Si. Et je serais allé un petit peu plus loin. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter beaucoup maintenant avec... ok, la petite touche poétique, on peut la laisser sur le site internet, mais mettre des documents multimédia un peu lourds, de mettre des effets d'animation, ça risque de devenir obsolète? C'est encore pour le côté humain, je pense que ça sera encore nécessaire, si. Sauf si vous voulez tout déshumaniser. Mais là, c'est un autre problème. Merci. De rien. Alors, si on veut même tout déshumaniser, au final, il y a juste le JSON que j'ai montré qui suffirait.
Juste une question, par exemple, dans le site, si on met par exemple, est-ce que c'est traité comme un prompt, par exemple, je sais pas, faire monter mon site en premier, est-ce que, je sais pas, du coup on pose cette question, un peu comme ce que certains faisaient par rapport au PDF, au CV, ce qui n'était pas affiché, par exemple, on mettait en blanc, mais on mettait des instructions pour le LLM en disant, voilà, ou pour les articles de recherche, ça se faisait parfois. Est-ce que finalement, pour les sites web, on n'aurait pas justement une version humaine visible et une autre version non visible, mais qui est à destination avec disons, des instructions supplémentaires pour le LLM? Est-ce que ce genre de choses marcherait? C'est un peu le but du JSON LD au final. On va influencer le LLM grâce à ce JSON. Alors il faut quand même que ça reste cohérent avec ce qu'il va lire sur le côté humain. Ouais, d'accord. Mais on va l'influencer grâce à ça. Il y a également, alors c'est pas plus de l'influence, mais comme sur le SEO, on a le fichier robot.txt. Ouais. Aujourd'hui, pour les LLM, il y a le fichier llms.txt qui n'est pas encore reconnu. C'est en train d'être mis en place où on va pouvoir lui donner ce qu'il peut prendre sur notre site, ce qu'il n'a pas le droit de prendre, parce qu'il y a aussi le côté marketing, le fait que, je ne sais pas, l'utilisateur pose une question, qu'il ait sa réponse. Potentiellement, il ne va pas sur mon site, je ne vais peut-être pas vendre ma formation, du coup. Et peut-être sur mon site internet, je vais faire un tuto qui explique, je ne sais pas, comment générer un bon prompt. J'aurais envie plutôt que l'utilisateur, pour créer un tunnel de vente, qu'il aille sur mon site internet et éventuellement qu'il aille acheter après la formation, après avoir suivi ce petit tuto. Je n'ai pas envie qu'il reste juste sur la réponse. Donc il y a aussi cette partie-là à prendre en compte. Et donc ce fichier-là, il n'est pas encore... voilà, il y a certains LLM qui le reprennent, mais d'autres, non. Du coup, ce n'est pas encore une référence comme le fichier robot.txt. D'accord, voilà. Merci. Moi, je voulais savoir, c'est quoi votre recul par rapport au JSON? Parce que Google, des fois, c'est ce qui s'est passé avec la rédaction web, le référencement naturel, tout ça. Il y avait des petits malins au tout début qui cachaient en blanc sur leur fond de page les mots-clés pour que ce soit très bien référencé. Et ça, Google, à chaque Google Core Update, il le voit, il le met à jour. Si on met dans du code un petit message pour les LLM pour leur dire c'est mon site qu'il faut faire remonter sans avoir bossé à côté ni rien, le référencement naturel, la stratégie de mots-clés, est-ce que les grandes IA, ils vont pas prendre des mesures justement pour mieux hiérarchiser Je pense que si. Je pense que là aujourd'hui, juste avec les JSON, ça marche très bien. Ça fonctionne énormément pour être cité en premier. Ça fonctionne très très bien. Mais je pense que oui, avec du recul, s'il y a de l'abus, comme il y a pu y avoir effectivement dans le SEO, je pense que si ça va être rentré, que le JSON va avoir moins d'importance. Et surtout, il va falloir bien vérifier. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir contextualiser tout ça et vérifier que le contexte, ce qu'on met dans le JSON, ça correspond bien aussi au contexte de la page et au contexte également des autres pages du site, mais des autres supports de communication numérique. Okay. Il y a aussi ça qui va rentrer en compte. Mais oui, potentiellement, si on arrive à détourner un peu justement le JSON LD, oui, il y a de grandes chances qu'il soit moins pris en compte et que les grands modèles d'IA le freinent. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de retour, parce que si c'est une pratique qui se fait de plus en plus parce qu'elle est reconnue, parce qu'elle marche, il n'y a pas eu de cas encore punitifs? Pas à ma connaissance. Alors, j'avoue, j'ai pas l'information dessus. Ça vaut le coup de se renseigner, mais j'ai pas vu passer d'informations là-dessus. Donc apprendre avec des pincettes quand même. Apprendre avec des pincettes, le JSON. Pour le moment, c'est bien de le mettre, mais de le faire de façon honnête. En fait, oui, donc en fait, ce qu'il faut pour... le JSON, c'est un coup de pouce, mais il faut bosser son référencement naturel, en fait. Il faut bosser. De toute façon, le référencement naturel, ça fait partie du GEO. C'est une grosse partie du GEO. Il faut bosser, de toute façon, son référencement naturel. Et de toute façon, si on ne fait pas un bon SEO, on n'aura pas de retour, de toute façon, sur les IA génératives.
Oui. La base, c'est un bon référencement naturel, plus après quelques petites techniques. Donc le JSON, c'en est une, mais adapter les textes, adapter la cohérence, voilà, et augmenter son EEAT également, c'est des choses voilà, qui sont importantes. Mais je suis rédactrice web, c'est pour ça que le JSON, ça m'a un peu interpellée. Ça, je peux comprendre. Ça Mais un peu passé. quand j'ai su que vous étiez là, je savais que ça allait vous faire tilter. Okay, bon, c'est ma seule question. Merci. De rien. Tiens, moi j'en ai une petite, mais c'est plus parce que je me connais peut-être un peu moins en SEO et GIO. Est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement contradictoires entre le SEO et le GIO? Le GIO englobe, mais est-ce qu'avec les IA, il n'y aura pas des pratiques qu'on a aujourd'hui en SEO qui, demain, ne devront plus du tout être faites, sinon au risque de ne plus être citées par les IA? À ma connaissance, non. Peut-être, des fois, il y avait des pratiques de faire ressortir des mots-clés, de travailler sur une densité de mots-clés, mais ça se fait de moins en moins. Mais sinon, non, il n'y a pas. Le SEO fait vraiment partie du GEO. C'est vraiment. C'est une partie, hein, c'est le mot, hein, c'est une partie du GEO. Le GEO va rajouter 2-3 petites choses. Mais une bonne base, c'est le SEO déjà, parce que quand il va lancer une recherche, comme tout le monde, il va se fier déjà à un référencement. Désolée, je veux juste compléter. En fait, quand tu bosses ton site, quand tu es formé à la rédaction web ou SEO, tu as des règles. Et les règles, qui est-ce qui les fait pour l'instant? C'est ceux qui ont la majorité, c'est Google du coup. Et Google, ChatGPT, tout ça. Donc en fait, le SEO, c'est ta base parce que c'est la rédaction web, c'est le netlinking, c'est ton expérience utilisateur et c'est comment tu as fait ton web design, enfin ton site web, l'architecture. Et en gros, les deux, ils sont liés. Le GEO, c'est juste une branche supplémentaire, on va dire, du SEO parce qu'avant, c'était juste pour plaire aux humains et aux bots de Google pour qu'ils viennent référencer et indexer ton site et montrer que tu étais la référence dans ton domaine. Maintenant, il y a un interlocuteur en plus, c'est les IA. Il faut trouver ce qui plaît aux IA pour qu'elles te parlent. Mais vraiment, tout ce qui a été énuméré là, c'est du GEO, mais c'est à la base le SEO qui évolue à chaque fois que les technologies évoluent aussi. Donc je ne pense pas qu'il y aura des pénalités parce que tu as bien fait ton SEO, mais qu'il y a un petit truc qui fait... par contre, si tu fais si tu fais à l'arrache, enfin si tu surcharges ta stratégie de mots-clés, si tu surcharges la densité de mots-clés par phrase et tout ça, comme les deux maintenant sont liés, les IA et ce qu'on faisait avec le SEO, là ouais, tu seras pénalisé parce qu'ils vont voir que tu essayes de gruger le système en gros et tu seras pénalisé. Mais ouais, fais bien ton SEO et le GEO, à part 2-3 petits trucs qu'il faut faire spécifiquement, ça passera normalement. Plus de questions? Eh ben, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on aille manger. Je vous souhaite un bon appétit et merci encore d'être venu à cette conférence.